Ça tout du projet Corae Occitanie. Je vais tout de suite passer la parole à ma collègue Sarah Fernandez qui va donc vous présenter le contenu de ce webinaire, puis je vous donnerai quelques informations de fonctionnement du webinaire juste après. Bonsoir, je suis Sarah Fernandez, chercheuse à INRAE en géographie. Je travaille sur les politiques et la gestion de l'eau au sein de l'UMR Agir à Toulouse. Et donc ce soir, ce webinaire il est consacré aux évolutions du cycle de l'eau liées en particulier au changement climatique qui a fait l'objet d'un précédent webinaire pour analyser ensemble les conséquences et les adaptations possibles pour les systèmes agricoles d'Occitanie. Et donc pour ce webinaire, on a le plaisir d'accueillir trois intervenants. D'abord Guillaume Tirel, qui est chargé de recherche, qui est hydrologue à INRAE, au CESBio, également un laboratoire toulousain, et qui va pouvoir nous fournir un peu des ordres de grandeur, les directions des effets du changement climatique sur l'hydrologie en Occitanie, et aussi les incertitudes qui sont associées à partir d'un gros travail qui a été réalisé dans un projet qui s'appelle Explore 2. Ensuite, on aura une intervention d'Ariane de Groot, qui est chargée de mission sur les questions de gestion de l'eau et d'approche territoriale à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie au sein du service d'agroécologie, eau et climat, qui, elle, reviendra évidemment sur l'importance de l'eau pour l'agriculture et l'élevage en Occitanie, et aussi sur les conséquences en fait de ces changements qui auront été esquissés par Guillaume, avec des pluies plus brutales, une hausse de l'évaporation, des sécheresses sur l'agriculture et l'élevage en Occitanie, l'agriculture qu'elle soit irriguée ou pluviale, et les défis que ça pose en fait pour rendre ces systèmes peut-être plus résilients. Et enfin, Lucie Grémy, qui elle est directrice du département des interventions et de l'expertise eau et milieu au sein de l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui reviendra, oui, parce qu'avec l'eau, on ne peut pas forcément raisonner en termes de priorité absolue, parce qu'elle est cruciale évidemment pour la production de biomasse agricole, mais aussi pour tout un tas d'autres enjeux, hygiène et santé des personnes, lutter contre les incendies, maintenir des couverts forestiers, etc. Et donc, on a des usages qui peuvent être en concurrence, mais aussi des questions de qualité et de quantité. Et ça, évidemment, c'est à la fois pas nouveau et ça fait l'objet de toute une gestion, mais qui aujourd'hui est face à de nouveaux défis avec justement les effets du changement climatique sur cette hydrologie. Donc, elle reviendra là-dessus. Voilà, on les remercie beaucoup tous les trois. Et voilà. Et du coup, je repasse la main, je pense, à Niels qui va présenter Corae. Merci beaucoup. Alors avant ça, deux petits mots techniques pour toutes et tous. Donc, dans la plateforme, si vous n'êtes encore jamais venu, vous avez la possibilité de poser des questions. En haut à gauche, vous avez une partie qui s'appelle discussion publique. Vous avez des petites bulles et on suivra ces questions au fur et à mesure du déroulé. On les reprendra pendant la session. Si vous êtes sur un mobile, sur un smartphone, sachez que la procédure est un petit peu compliquée. Si vous êtes déconnecté, il faut vous reconnecter et remettre le son à chaque fois. C'est pas très sympa, mais c'est comme ça, c'est la plateforme. Donc, je suis Niels Ferrand de l'INRAE en charge de la méthodologie et de la procédure pour ce projet Corae Occitanie. Et je vais vous en dire deux mots. Et avant ça, juste, je vais laisser notre collègue Sylvie Barthès de la Chambre se présenter, tout simplement. Bonjour, Sylvie Barthès, je suis donc responsable du service innovation, recherche et développement à la Chambre régionale. Et donc, on est Chambre régionale, comme cela a été dit, copilote de l'opération Corae. Merci. Et Guillaume Huby, qui est responsable opérationnel. Guillaume, un mot. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, Niels m'a présenté. Si vous avez des questions et que vous voulez envoyer des mails à l'adresse mail Corae, c'est moi qui recevrai et qui vous répondrai. Et je gère le backstage de ce webinaire. Très bien. Merci beaucoup. Donc, Corae Occitanie est un projet qui est
coporté par la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, par INRAE, Institut de recherche, avec des partenariats de la région Occitanie, de la DRAF, d'Agropolis International, des chambres d'agriculture, de la coopération agricole, des instituts techniques, des instituts de formation, un large projet. Et je passe le suivant. Ah oui, c'est à moi de le faire, vous voyez. Et donc, l'objectif de Corae, c'est de mettre en concertation avec tous les acteurs, finalement, les enjeux de recherche, de formation, de développement et d'innovation dans les domaines agriculture, alimentation et environnement pour l'Occitanie, avec deux cibles. Une cible qui est l'adaptation de la programmation INRAE pour la région Occitanie, programmation de recherche, développement, innovation, et ce qui s'appelle la feuille de route partenaire de la Chambre régionale d'agriculture pour la recherche, développement, innovation. Voilà, donc c'est les enjeux principaux. Occitanie, c'est un processus de concertation très large qui inclut 6 collèges de représentants, 3 panels de représentants de la société civile, des agricultrices et agriculteurs et des scientifiques et corps techniques INRAE, avec le partenariat d'experts et la possibilité pour le public, à partir de la première réunion qui aura lieu mi-février, de participer en ligne aux différentes étapes, le tout étant piloté avec un accompagnement national. Corae vise donc à comprendre et analyser l'ensemble des enjeux, contraintes et besoins de tous les acteurs dans les domaines qui ont été précités, à partir de là, de clarifier un certain nombre de priorités et de rechercher la façon dont les différents dispositifs de recherche, développement et innovation peuvent mieux répondre à ces besoins, l'objectif étant de produire des résultats pour la fin 2026 qui seront appliqués par les institutions partenaires. Voilà le cadre. Et donc, dans ce contexte, pour lancer la dynamique, on a un certain nombre de webinaires qui sont mis en place, celui-ci étant le 3e, qui vise à ouvrir la réflexion sur les besoins et défis sur ces différents sujets et de préparer les premières sessions qui auront donc lieu mi-février. Donc, on en est au 3e webinaire qui va nous parler aujourd'hui du cycle de l'eau. 2 ont déjà eu lieu. Il en reste au moins 4 et peut-être plus selon les besoins qui pourront être formulés par les différents acteurs. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on peut passer à la première intervention. Alors, il faut basculer. Là, c'est Guillaume qui a la main. Oui, je vais commencer par la première diapo. Voilà. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler de l'évolution de la disponibilité de la ressource en eau en Occitanie, notamment avec un focus sur l'évolution future. Donc en préambule, je vais préciser que je ne parle que de la ressource en eau, c'est-à-dire l'eau qui coule dans la rivière en fonction de la topographie, de la géographie, de la géologie et du climat, mais sans considérer les usages de l'eau, donc les prélèvements, les stockages, les rejets, puisque cet aspect usage de l'eau sera abordé par mes 2 collègues juste après moi. Donc voilà, c'est vraiment de la ressource en eau qui coule potentiellement dans la rivière en fonction du climat. Donc avant de vous parler du futur, je vais quand même faire un petit focus sur le passé, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais les ressources en eau ont déjà évolué, notamment en Occitanie. Donc ce que vous voyez sur cette carte à gauche, c'est l'évolution du débit pour un certain nombre de points de rivière pour lesquels on a des mesures sur 68-2018. Donc des rivières où il y a peu d'influence anthropique, peu d'influence humaine. Lorsqu'on a un triangle, c'est qu'on a une évolution significative du débit. Lorsque le triangle est vers le haut, c'est une augmentation, vers le bas une diminution. La couleur donne l'intensité du changement et lorsqu'on a des disques, c'est que le changement est non significatif. Donc il est trop faible pour vouloir dire quelque chose. Donc ce qu'on voit sur cette carte, c'est pas mal de triangles vers le bas. Donc là, il s'agit de l'évolution des débits annuels observés. Donc la ressource en eau totale sur ces rivières. Donc on voit qu'on a déjà à l'heure actuelle eu une baisse significative des débits sur un certain nombre de stations en Occitanie. Sur cette deuxième carte au milieu, on voit la même chose, mais pour ce qu'on appelle les débits d'étiage, donc les bas débits, donc la période dans l'année où les débits sont les plus faibles
et où on a potentiellement plus d'enjeux sur la gestion de la ressource en eau. Et donc on voit là aussi qu'on a un certain nombre de stations en Occitanie où on a déjà eu une baisse. On a quelques stations où il n'y a pas d'évolution significative et on a très peu de points où le débit d'étiage augmente. Donc on a déjà une tension qui augmente sur l'Occitanie. Et enfin très rapidement sur les débits de crue, donc les plus forts débits, on a une évolution un peu plus contrastée, mais tout de même à la baisse sur l'Occitanie. Donc maintenant pour le futur, je vais vous parler du projet Explore 2 qu'a présenté Sarah. Donc Explore 2, il s'agissait de faire une étude nationale, donc avec beaucoup d'hydrologues et climatologues français, visant à mettre à jour nos connaissances sur le changement climatique et l'impact de ce changement climatique sur les ressources en eau. Donc pour cela, on a mis en place une chaîne de modélisation classique que vous avez déjà vu sur un des deux séminaires précédents. On s'est intéressé à un scénario d'émissions de gaz à effet de serre qu'on appelle RCP 8.5, si vous êtes familier avec ça. Il s'agit du scénario avec le plus d'émissions de gaz à effet de serre, donc où dans le futur on fait peu d'efforts pour limiter nos émissions. Alors pourquoi ce choix? Parce que c'est un scénario qui correspond à la TRAC. Donc la TRAC, c'est la trajectoire de référence de réchauffement pour l'adaptation au changement climatique, qui est donc vous avez peut-être entendu parler, le gouvernement nous parle de s'adapter à une France à plus 4 degrés. Et ben cette France à plus 4 degrés, elle est décrite par cette fameuse TRAC. Donc ce sont des projections cohérentes avec cet objectif gouvernemental d'adaptation. Donc une fois qu'on a sélectionné ce scénario d'émission, les climatologues font tourner tout un tas de modèles climatiques, des modèles globaux, des modèles régionaux pour venir avoir des climats à l'échelle régionale, locale du territoire. On corrige tout ça avec des biais et enfin, nous, hydrologues, on arrive avec nos modèles hydrologiques pour transcrire ces évolutions climatiques futures en évolution de ressources en eau dans nos rivières. Donc comme vous le voyez, ce sont plusieurs éléments, plusieurs maillons d'une chaîne de modélisation qui comportent chacun des incertitudes. Donc je ne vais pas chercher à vous donner des chiffres précis sur l'évolution des ressources en eau, mais plutôt des gammes de possibles en accent sur les signaux les plus certains. Donc voici les évolutions futures des températures, donc du climat, des températures en France que nous avons obtenues dans ce projet. Donc vous voyez 17 cartes parce qu'on a sélectionné 17 modèles climatiques. Donc ce sont des cartes qui comparent les températures en fin de siècle, donc 2070-2099, versus des températures en 1967-2005. Donc on compare deux périodes très différentes. Les valeurs affichées, ce sont la différence entre ces deux périodes. Donc vous voyez que toutes les cartes sont rouges. Donc dans tous les cas, on va vers une augmentation de température. Donc ça, c'est pas du tout une surprise. On voit des différences entre le nord et le sud. Le sud serait plus impacté par l'évolution climatique. Mais de ces cartes, malgré des différences un peu sur l'intensité, on a quand même un message robuste, c'est que si on va vers un scénario d'émissions de gaz à effet de serre où nos émissions augmentent, le réchauffement va se poursuivre de manière certaine. Maintenant, si on regarde la même chose sur les précipitations, donc la pluie et la neige. Donc ce sont les cartes que vous voyez sur la droite, on a toujours 17 cartes. Lorsqu'on est sur des couleurs bleu-vert, c'est une augmentation de la précipitation moyenne. Lorsqu'on est sur des tons plutôt ocre, on est sur une diminution de la précipitation moyenne. Et le blanc, ce sont des évolutions faibles. Donc là, ce qu'on voit assez clairement, c'est une grosse diversité sur ces cartes. Donc ça veut dire que en fait, les modèles climatiques ne sont pas d'accord entre eux. Alors on voit quand même quelques signaux qui émergent, avec plutôt une augmentation ou pas de modification sur le nord de la France, et plutôt une diminution ou peu de modification sur le sud de la France. Mais voilà, pas une certitude absolue sur ces évolutions. Alors c'est dû à quoi? C'est dû à deux choses. La première chose, c'est parce que les précipitations évoluent beaucoup d'une année sur l'autre. On a beaucoup de variations, forte valeur, faible valeur. Donc, extraire un signal clair sur des valeurs qui changent beaucoup d'une année sur l'autre, c'est difficile. Et l'autre chose, c'est la position géographique de la France. En fait, on est entre la Scandinavie qui va avoir des augmentations de précipitations, une Méditerranée qui s'assèche, et donc entre les deux, on a une évolution incertaine pour la France.
Donc, pour résumer ces 17 cartes, hein, c'est un peu compliqué d'avoir 17 cartes pour penser à de la gestion, à des solutions. Dans Explore 2, on propose deux choses. La première chose, ce sont des évolutions médianes. Donc, parmi nos 17 projections, on les classe de la plus faible à la plus forte et on prend la 9e. Donc, c'est le scénario médian. Et donc, pour résumer, on voit assez clairement à gauche l'évolution des températures avec une augmentation de la température d'environ 4 degrés sur l'Occitanie. Et sur la droite, on voit les précipitations. Donc, quand c'est assuré, c'est qu'on n'a pas d'accord entre les modèles. Et donc, peu d'accord entre les modèles sur une bonne partie de la France, mais peut-être plutôt une diminution sur le sud de l'Occitanie. Et l'autre manière de résumer ces projections, ça a été d'utiliser ce qu'on appelle des narratifs. Donc, isoler 4 projections contrastées qui décrivent des futurs différents du climat de la France. Donc, ce sont les 4 cartes entourées, avec notamment le scénario violet, le narratif violet, qui va vers un fort réchauffement et un fort contraste saisonnier en précipitation. Au contraire, un scénario vert qui a toujours un réchauffement marqué, mais une augmentation des précipitations. Alors, à l'échelle de la France, c'est un peu moins le cas en Occitanie. Un scénario jaune qui a des changements peu marqués, et un scénario orange qui, lui, aura toujours le fort réchauffement, mais aussi un fort assèchement en été. Donc maintenant, on va passer au débit, donc les ressources en eau dans les rivières. Donc sur ce genre de carte, chaque point est un point de simulation en rivière en France. Voilà, donc notamment, on en a beaucoup en Occitanie. C'est toujours la même chose, quand on a des tons verts, on est plutôt sur une augmentation du débit, quand on a des tons ocre, plutôt sur une diminution. Donc ici, il s'agit des débits annuel, et on voit bien le fort gradient entre le nord où on a plutôt une légère augmentation du débit et le sud où on a une diminution forte à modérée des débits. Donc voilà, donc dans le projet Explore 2, on en conclut que nos débits moyens devraient baisser en France. Alors, cette carte de médiane, elle cache quand même des contrastes, si on regarde nos 4 narratifs, notamment à l'échelle de la France, mais beaucoup moins à l'échelle de l'Occitanie. Donc on retrouve les 4 narratifs, vert, jaune, violet, orange. Et en fait, sur ces 4 narratifs, on voit tout de même une diminution des débits annuels sur l'Occitanie. Donc ça veut dire qu'on se dirige vers une Occitanie avec moins de ressources en eau, usage de l'eau, prélèvement et stockage exclus. Donc voilà, il faut garder ça en tête par rapport à nos besoins. 2 minutes. Je vais décliner les 4 saisons très rapidement. Le débit hivernal, on va se diriger vers une diminution des débits en plaine. Donc quand on pense au remplissage des retenues en eau, voilà, ça pose question puisqu'on va vers moins d'eau même l'hiver. Une augmentation quand même sur les Pyrénées, mais ça c'est une fausse bonne nouvelle, ça veut juste dire qu'on aura moins de neige, moins de manteaux neigeux, et que cette neige va fondre, et du coup elle ne sera pas disponible pour fournir du débit le reste de l'année. Donc ce message-là, on le retrouve sur les 4 narratifs, donc on est plutôt certain de ce message-là pour l'hiver. Le printemps, je vais passer très vite, parce que là c'est une saison intermédiaire pour laquelle on n'a pas d'accord entre nos différents modèles climatiques. On va plutôt vers une petite diminution des débits printaniers sur l'Occitanie, mais une grosse incertitude. En revanche, là où on a des fortes certitudes, c'est sur le débit estival, donc la période où il y a généralement le plus de tension en plaine en Occitanie. Et bien là, que ce soit la médiane ou nos 4 narratifs, on va vers une diminution forte du débit estival. Donc encore moins d'eau pendant la période où on a déjà le moins d'eau en rivière et où on a le plus de tension. Et enfin, si on regarde notre 4e saison, l'automne, là on va aussi vers une diminution des débits estivaux. Donc plus ou moins marqué selon le narratif, mais globalement une diminution des débits d'automne. Donc ça veut dire aussi un allongement de la période d'étiage, donc de la période de bas débit, et donc un allongement de la période où on aura des problèmes potentiels. Donc ça, je vais aller très vite du coup, puisque j'ai plus beaucoup de temps. Mais si on regarde le débit sur la Garonne, on voit 2 choses. Il faut regarder la courbe noire et la comparer aux courbes de couleur. Donc on voit qu'on va baisser par rapport à cette référence, la courbe noire, à la fois pendant le printemps, donc moins d'apport de la fonte nivale, et une baisse des débits d'étiage. Et juste pour finir, je vous montre ces 2 cartes, qui sont les sécheresses du sol.
l'évolution de la fréquence des sécheresses du sol, à gauche pour l'hiver, à droite pour l'été, où on voit une légère augmentation de la fréquence des sécheresses hivernales, mais surtout une forte augmentation de la sécheresse des sols estivales. Donc ce qui va provoquer à la fois une demande en eau de la plante qui va augmenter et potentiellement des besoins en eau d'irrigation qui vont eux aussi augmenter. Voilà, merci. Super, merci. Sarah, je te laisse enchaîner. Merci beaucoup Guillaume. Et donc maintenant on va écouter Ariane qui elle va nous parler voilà, de agriculture, élevage et eau dans le passé et le futur. Bonsoir à tous et à toutes. Donc en effet, je vais apporter maintenant quelques éléments d'éclairage sur l'accès à l'eau pour l'agriculture. Voilà, avec notamment les enjeux autour de l'irrigation. Alors une première slide que je ne vais pas détailler fortement, mais pour reposer des éléments de contexte qu'on a eu des webinaires précédents. La région Occitanie est marquée par une grande diversité géologique, avec 2 massifs montagneux importants, le massif central et le massif des Pyrénées. Du coup, des surfaces en pente qui sont non négligeables, une part importante, mais aussi 2 massifs qui constituent 2 châteaux d'eau pour les ressources en eau de la région. On a une diversité de climats entre les climats qui sont encore sous influence océanique et puis la frange méditerranéenne qui confère du coup une diversité climatique importante avec, comme on l'a vu, de la variabilité en termes d'impact du changement climatique, mais une région qui est globalement très fortement impactée dans sa totalité. Donc cette diversité aussi bien géologique, climatique, confère du coup une diversité agricole importante de la région avec, vous le voyez sur la dernière carte, une multitude d'orientations agricoles des exploitations de la région Occitanie. Et cette diversité et cette agriculture régionale, elle est marquée par une conjoncture économique qui est vraiment mauvaise depuis plusieurs années, avec un revenu, on l'a vu au premier webinaire, un revenu qui est très faible et qui équivaut à près de 40% du revenu national. Donc voilà, vraiment des niveaux de performance économique faibles et qui ont nettement décroché ces dernières années. Donc une conjoncture économique aussi compliquée pour l'agriculture. En termes d'accès à la ressource en eau, on a une pluviométrie donc du fait de cette disparité climatique qui est contrastée à l'échelle de la région, entre 450 et 1500 mm par an, selon qu'on ait la chance de bénéficier de plus de pluie ou pas. Voilà, les précipitations les plus faibles étant sur la frange méditerranéenne, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a moins d'un tiers des précipitations qui constituent des précipitations efficaces, donc ça veut dire les précipitations qui contribuent à alimenter les milieux aquatiques et recharger les nappes. Voilà, donc vous avez ici des chiffres qui représentent la moyenne, mais surtout c'est ce chiffre d'un tiers qui est intéressant à retenir. L'agriculture prélève pour l'irrigation majoritairement dans les eaux superficielles, donc ça correspond à tout ce qui est les eaux des rivières, des nappes superficielles, des lacs, et utilise 650 millions de mètres cubes par an. Donc on l'a vu, le changement climatique impacte le régime pluviométrique, mais impacte aussi les besoins en eau pour l'agriculture, puisque de nouveaux besoins sont croissants et constituent des enjeux importants pour la pérennité de certains systèmes agricoles. Une spécificité de la région Occitanie qui est intéressante à retenir, c'est la particularité des réseaux collectifs. La région Occitanie dispose de 2 réseaux hydrauliques régionaux, mais comme vous le voyez sur la carte de droite, c'est également un maillage assez important de réseaux collectifs, 700 réseaux, près de 700 réseaux, et 1 hectare sur 2 qui est irrigué à partir d'un accès collectif à l'eau. Alors, l'eau, elle est avant tout une ressource cruciale pour l'élevage. Donc l'élevage est très présent en Occitanie puisque c'est sur plus de la moitié de la surface agricole utile et ça concerne 41% des exploitations, 41% des exploitations agricoles. C'est un enjeu pour sécuriser les ressources en eau pour l'abreuvement, en quantité pour pouvoir avoir, notamment pendant la période d'été sur les têtes de bassin, de l'eau donc pour les animaux, sur les pâturages, également sur les estives.
et éviter les conflits d'usage qu'il peut y avoir, notamment avec l'eau potable, mais également un enjeu en termes de la qualité de l'eau pour les animaux, selon la nature des points d'accès à l'eau. C'est également un enjeu important pour sécuriser les productions fourragères tout au long de l'année. Et on l'a vu à ce titre-là, 2022 et 2025 ont été des années compliquées avec des stocks de fourrage qui ont été considérablement limitants. Et donc, ça permet pour certains élevages, voilà, c'est un enjeu en tout cas pour assurer une alimentation fourragère pour l'élevage. Assurer la pérennité de ces activités d'élevage, notamment avec ces accès à l'eau et dans leur diversité, c'est important pour la vie des territoires, mais c'est aussi important pour le maintien des prairies, avec notamment les nombreux enjeux et services écosystémiques que les prairies rendent, notamment sur le cycle de l'eau, mais pas que. Alors l'accès à l'eau, c'est également pour les productions végétales. Donc c'est un accès qui est réglementé. Pour cela, les irrigants demandent des autorisations, payent des redevances, etc. En Occitanie, il faut savoir que c'est un agriculteur sur 4 qui irrigue et la surface agricole utile irriguée représente 10% de la surface de la région, donc avec une diversité de cultures que vous voyez sur le graphique à droite. Donc une part de 40% du maïs, grains, fourrage et semences qui a nettement baissé, moins 40% ces 20 dernières années, au profit d'une diversification des assolements. Je vais pas citer toutes les cultures, mais vous voyez que c'est relativement divers. Ça concerne notamment majoritairement la partie ouest de la région. Et à l'est, ça a été notamment marqué par un fort développement de la viticulture irriguée qui a plus que doublé ces 10 dernières années. Une étude portée par les 2 chambres régionales Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sur le bassin Adour-Garonne a permis de mettre en évidence que les volumes de production végétale qui étaient issus de l'agriculture irriguée représentaient 18% des volumes du bassin Adour-Garonne, hors production viticole, et que ces 18% représentent 41% de la valeur de cette production. Donc c'est aussi un enjeu économique et on va le voir dans les slides qui suivent. C'est également un enjeu sur le maintien de filières sous signe officiel de qualité et notamment les filières aussi laitières, de production laitière. Alors les irrigants en Occitanie, qui sont-ils ? Donc c'est des exploitations avec des orientations de culture différentes, notamment entre la partie ouest et est de la région. À l'ouest, ce sont principalement des exploitations de grandes cultures et de polyculture élevage. On retrouve également de l'arboriculture qui est irriguée et puis des fourrages pour les élevages. Côté Rhône-Méditerranée Corse, à l'est, un irrigant sur 2 donc, est orienté vers la viticulture et on retrouve également des productions irriguées comme l'arboriculture et les légumes. Il faut savoir qu'au sein des exploitations, c'est environ 30 à 35% de la surface qui est irriguée, donc avec une diversité que vous voyez en dessous entre la partie ouest, 23 hectares sur une surface moyenne de 82 hectares, et la partie est, 11 hectares sur une surface moyenne de 31 hectares. Ça cache de grandes disparités parce qu'il peut y avoir des exploitations qui irriguent plus que 30 à 35% de leur surface et d'autres qui en irriguent encore moins. Mais il faut savoir que voilà, c'est pour beaucoup d'exploitations une part de leur surface avec une partie de l'agriculture qui est en pluviale, donc conduite sans irrigation, et qui économiquement, par contre, crée souvent la majorité de la valeur, de la richesse de l'exploitation. Ce sont également des exploitations qui sont pourvoyeuses d'emplois, 2 à 2,6 équivalents temps plein sur des exploitations qui irriguent contre 1,1 ETP. Donc voilà, de l'emploi qui est créé notamment avec des cultures à forte valeur ajoutée et qui demandent du travail. Alors un exemple de territoire pour montrer il y a de grandes disparités territoriales au sein de la région et tous les territoires d'Occitanie ne sont pas logés à la même enseigne, notamment en ce qui concerne l'accès à l'eau. Là, dans le cadre de l'étude qu'on a menée sur le bassin Adour-Garonne, dans ce territoire d'étude dans le Lauragais, c'est intéressant de voir qu'il y a eu un développement de l'irrigation dans les années 70-80 pour la culture du maïs grain, puis qui a décliné à partir des années 90 pour des raisons à la fois agronomiques et économiques. Et à partir de cette période-là, on a pu analyser différentes stratégies de développement des exploitations. Certaines qui ont eu accès à l'eau ou qui avaient accès à l'eau ont pu augmenter la valeur ajoutée par hectare avec l'irrigation de production à forte valeur ajoutée, donc qui crée beaucoup de richesse à l'unité de surface.
et d'autres exploitations qui, au contraire, ont choisi de renoncer à l'irrigation et qui se sont bien souvent extensifiées en travail. Donc, ça veut dire qu'elles se sont agrandies pour des cultures de céréales en sec, blé, tournesol, qui dégagent des plus faibles valeurs ajoutées par hectare, d'où le fait qu'elles se soient agrandies. Et donc, vous avez des résultats, des caractéristiques de 2 types de systèmes, donc issus d'une modélisation sur ce travail de terrain, qui, pour le même niveau de valeur ajoutée nette par actif, donc ça veut dire le même niveau de richesse créée par actif, on a des exploitations aux caractéristiques différentes. Le système de production basé sur un ensemble d'exploitations à gauche pour un actif, du coup, s'étend sur 125 à 300 hectares avec un assolement qui est moins diversifié que celui à droite qui, grâce à l'irrigation, peut développer des cultures à plus forte valeur ajoutée, notamment là des cultures semencières, et qui du coup permet de faire vivre un actif sur 75 à 110 hectares pour le même niveau de création de richesse. 2 minutes. Ok. Donc, pour revenir sur ces éléments économiques, de comparaison de résultats de valeur ajoutée, donc ce même indicateur de création de richesse. Côté Adour-Garonne, vous avez un premier graphique qui illustre le fait que cette valeur ajoutée, elle est croissante quand on a des exploitations qui ont un lien de plus en plus fort à l'irrigation. Donc là, les cultures, enfin les exploitations ont été catégorisées par la DRAF de cette manière-là, en fonction de l'importance de l'irrigation ou de la nécessité de l'irrigation pour ces cultures-là. Donc dans la classification très fort, il y a toutes les exploitations qui produisent des légumes, des fruits et des semences pour lesquelles aujourd'hui l'irrigation est indispensable. Et sur le graphique du bas, un travail mené par la Chambre régionale Occitanie côté Languedoc-Roussillon. Donc vous avez ici des résultats d'un territoire bien particulier dans le sud-ouest pitérois, mais qui permet de montrer que pour les 2 systèmes qui sont modélisés sur le milieu du graphique, 2 systèmes de coopérateurs viticoles de 20 hectares, on a des niveaux de valeur ajoutée. Donc il faut regarder ici la part bleue du graphique, qui est nettement plus importante pour le système qui a accès à l'irrigation. L'irrigation permettant une augmentation de la valeur ajoutée de 800 € par hectare, et ça se traduit à l'échelle du revenu agricole de l'ordre de 10 000 € par an par actif familial supplémentaire grâce à l'irrigation. Donc des enjeux économiques très forts, des enjeux d'emploi très forts liés à l'irrigation, avec, comme je l'ai dit, une agriculture irriguée qui génère, donc à l'échelle là de la région, 38 300 emplois, ça représente plus de 40% de l'emploi agricole régional. Sur la carte illustre un travail donc toujours réalisé dans le cadre de cette étude à l'échelle du bassin Adour-Garonne, où les entreprises agroalimentaires ont été rattachées aux productions et à leur lien aux productions agricoles et à leur lien à l'irrigation. Et on voit que 6% des entreprises ont un lien fort à l'irrigation, elles emploient 10% des salariés, mais surtout elles maillent de manière assez importante le territoire avec des axes notamment forts, mais voilà, une répartition hormis le plateau landais sinon qui est importante. Une pérennité chez les irrigants qui est aussi moins incertaine, avec un âge des agriculteurs qui est plus important. Plus jeune, pardon, des exploits. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais globalement un devenir qui est aussi plus tracé, lié au fait que économiquement l'accès à l'eau assure une stabilité économique et une régularité entre les revenus d'une année à l'autre pour ces agriculteurs-là importante. Merci. Juste une dernière slide pour finir sur l'engagement dans la transition agroécologique de l'agriculture, avec des chiffres donc là qui englobent les irrigants et l'ensemble de l'agriculture. Donc un agriculteur sur 10 à l'échelle de l'Occitanie est engagé dans un collectif. On a des chiffres en termes d'amélioration de la couverture du sol qui ont progressé. Donc en grande culture, 35 à 40% des sols qui sont couverts pendant l'hiver, chiffre qui a progressé de 10% ces dernières années. Et un enherbement interrang des surfaces, des cultures pérennes qui a également progressé. Juste 2 derniers points pour vous dire que l'accès à l'eau est l'un des leviers qui permet de cette transition agroécologique. On l'a vu en permettant une plus grande gamme de cultures, avec notamment des cultures d'été, en allongeant des rotations.
en permettant d'assurer des systèmes fourragers et donc aussi de l'élevage sur des exploitations, mais aussi avec une irrigation qui tend vers la sécurisation des cultures, la sécurisation de la levée des cultures, des couverts et de certaines filières. Et c'est sûr que, comme je l'ai dit, la marge de manœuvre économique permise par les cultures ajoutées, les cultures à haute valeur ajoutée par l'irrigation, mais pas que, permettent ces changements de pratiques vers la transition agroécologique. Merci et désolée d'avoir été un peu longue. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Ariane. Et donc maintenant, on va écouter Lucile, puisque là, il va s'agir aussi de voir quelles conséquences avec de ces changements de l'hydrologie sur la manière dont on peut se partager l'eau, gérer sa qualité, mais aussi maintenir des milieux qui rendent des services, puisque avec cette baisse des débits, c'est des usagers qui peuvent entrer davantage en concurrence, mais aussi parce que les questions de qualité et de quantité, elles sont très liées. Et donc, derrière, on va le voir, il y a des questions en fait de gouvernance, de gestion, avec des questions de coûts et de circuits financiers. Voilà, mais je vous laisse la parole, Lucile, et merci. Merci. Alors, je vais intervenir pour l'échelle du bassin Adour-Garonne, puisque l'Agence de l'eau Adour-Garonne intervient sur le bassin Adour-Garonne. Juste un point en retour, en fait, sur les effets du changement climatique par rapport à ce que vient de dire Sarah, c'est qu'en effet, évidemment, là, on parle beaucoup d'agriculture, mais les effets, en fait, du changement climatique touchent tout le monde. Lorsqu'on a constaté la sécheresse intense et longue, en fait, de l'année 2022, il y a eu des conséquences sur l'eau potable, donc sur les usagers et citoyens que tout un chacun a. Il y a eu des conséquences sur l'agriculture, mais aussi sur les autres activités économiques, comme les industriels, qui ont fait face parfois à des arrêts de production liés en fait à ces sécheresses, et que cette année 2022 en fait elle est considérée comme l'année normale en fait en 2050. Donc on a des défis à relever, c'est comment vivre dans un climat qui va changer. On a beaucoup parlé d'eau et de quantité d'eau, mais il faut savoir aussi qu'on a des difficultés et des défis à relever sur l'atteinte du bon état des eaux, qui nous est demandé en fait à la fois pour satisfaire les besoins des milieux naturels, mais aussi pour répondre à des exigences européennes. Et on voit en fait sur ces cartes-là, dans un état des lieux en fait qui a été fait pour un schéma directeur à l'échelle du bassin Adour-Garonne, que les masses d'eau souterraines ou les masses d'eau superficielles sont impactées par des pollutions diffuses azotées. On a le même difficulté et le même problème en fait pour les enjeux sur les phytosanitaires, eau souterraine et eau superficielle. On a également des enjeux sur l'érosion des sols, avec une perte de matière organique des sols et aussi, du coup, une dégradation, en fait, des milieux aquatiques et donc une perte de la biodiversité. Et sur les enjeux quantitatifs, en effet, les agriculteurs irriguent l'été et on a des conflits d'usage puisque la majorité de l'irrigation, en fait, se produit à un moment où les débits en fait d'étiage sont les plus faibles et ça a été nettement présenté par Guillaume. Alors, on a quelques solutions, mais le plus difficile, on va dire, c'est la mise en œuvre de ces solutions. On sait planifier et assurer une partie du financement, mais on ne sait pas résoudre en fait l'équation de ces solutions et de leur mise en œuvre sur le terrain. D'une part, on a réfléchi à une stratégie en fait de gestion quantitative qui s'appuie sur un mix de solutions. On a évalué en fait il y a quelques années un déficit sur le bassin Adour-Garonne de 1,2 milliard lorsqu'on compare en fait les besoins et puis les ressources en eau. Ce chiffre de 1,2 milliard, il n'est plus le bon chiffre, ça a augmenté. Et d'ores et déjà, vous pouvez voir qu'il y a une différence entre le mix de solutions et sa totalité à 850 millions de mètres cubes avec le déficit de 1,2 milliard. Donc on sait qu'on n'est pas à la maille, on n'est pas à la hauteur en fait de l'ensemble des solutions qu'il faut mettre en place localement pour en effet résoudre cette équation satisfaction des milieux naturels, de la biodiversité, satisfaction en fait des usages économiques par rapport aux défis climatiques. Sur l'ensemble des solutions, on va avoir recours à un soutien d'étiage, aux solutions fondées sur la nature, à de la réutilisation des eaux usées, à la recharge active des nappes, à la gestion des canaux, évidemment à la création aussi d'ouvrages multi-usages, j'y reviendrai, et aux économies d'eau.
Et je terminerai par l'agroécologie. Ariane a terminé sa présentation là-dessus, puisque c'est une des solutions pour l'agriculture, pour en effet permettre une résilience de l'agriculture. Par rapport à ces solutions, l'agence est un des financeurs principaux. Vous avez juste une slide ici qui vous présente en fait le programme de 6 ans qui a démarré en fait l'année dernière 2025 jusqu'à l'année 2030 et qui permet en fait de voir comment l'agence vient financer des maîtres d'ouvrage pour des investissements, des études, des travaux de recherche et des aménagements, on va dire, pour mettre en œuvre ces solutions. Mais le défi en fait à couvrir, c'est d'une part le portage du projet. L'agence de l'eau ne porte pas de projet. Il faut donc des maîtres d'ouvrage qui prennent les rênes et qui prennent en charge un projet. Et l'agence de l'eau n'apporte pas 100% de financement. Donc on a un défi à relever pour l'émergence des solutions, d'avoir des plans de financement bouclés avec des porteurs de projets qui prennent les rênes et des financements à 100% en allant chercher une combinaison de financement public en plus des privés et voire de recours aux usagers bénéficiaires avec un partage des efforts et une solidarité financière pour les services en fait rendus par ces aménagements et ces investissements. Pour l'accompagnement du monde agricole dans la transition, le défi, c'est d'axer la massification de l'agroécologie. L'agroécologie, vous avez sur le schéma en fait tout ce qu'elle permet en fait de faire en termes de résilience de l'agriculture, de préservation des ressources naturelles, de diversité spécifique, de services rendus sur les services écologiques, de satisfaction du système alimentaire local. Mais l'enjeu en fait, c'est de massifier cette transition agroécologique pour réussir à cette équation équilibre milieu-usage et satisfaction des activités économiques. L'élevage, on en a parlé un peu tout à l'heure. Vous avez sur la carte en fait tous les conflits d'usage lorsqu'il y a eu en fait des ruptures d'approvisionnement avec des collectivités qui se sont retrouvées en déficit et en rupture d'approvisionnement pour l'eau potable, avec un sujet qui est vraiment comment on concilie en fait l'abreuvement et l'alimentation en eau du bétail et l'alimentation humaine. Il faut trouver des solutions pour les deux. Il y a des solutions, mais là encore, il faut les mettre en œuvre et les trouver de manière adaptée avec des financements ad hoc. Pour réussir en fait la massification de l'agroécologie, ce qu'il faut, c'est, vous avez là quelques projets de filière. Alors cette carte date d'un an ou deux, donc d'autres projets de filière ont été mis en place. Mais on voit bien que si on veut massifier l'agroécologie, il faut développer des projets de filière, il faut travailler sur la diffusion, sur l'amplification et mettre en œuvre, mettre en réseau en fait les acteurs. Il faut changer d'échelle. Il faut reproduire ce qui marche dans certains bassins et qui peut marcher ailleurs. Et il y a besoin de continuer à faire émerger des projets et de les structurer. Donc le défi à relever, ce sera vraiment de poursuivre en fait ces projets et surtout de les étendre et de les déployer. En termes de réussite en fait pour l'émergence de projets, la concertation évidemment est essentielle. On a une concertation et un besoin de concertation à plusieurs échelles qui s'opère dans les bassins, qui est parfois compliqué et qui met en jeu en fait plusieurs échelles. Donc là, vous avez sur la carte l'échelle des établissements publics territoriaux de bassin sur les 7 grands sous-bassins du bassin Adour-Garonne et qui permettent déjà de planifier les investissements et aussi de fédérer les acteurs entre eux pour des concertations locales. Par exemple, là, vous avez sur la Garonne et le bassin de la Garonne, plusieurs démarches à des échelles différentes qui portent des solutions. L'objectif et le défi, c'est d'arriver à engager ces démarches, à fédérer les acteurs dans des concertations constructives, à valider des solutions sur la base de diagnostics qui ont été partagés et ensuite à les mettre en œuvre. Et on retrouve là ensuite le défi des solutions partagées et validées pour les mettre en œuvre avec des porteurs de projets et des financements. Un exemple toujours pour la Garonne avec un des exemples en fait du mix de solutions qui sont les économies d'eau et la sobriété. Évidemment, on peut quantifier les économies d'eau et vous voyez que ces économies d'eau, elles sont quantifiées
et elles sont imaginées pour l'ensemble des porteurs et des acteurs concernés, l'eau potable, les industriels, les agriculteurs et tout ce qui relève du transversal. Mais ce n'est pas simple en fait de les quantifier. Aujourd'hui, on a des difficultés pour vraiment quantifier les gains et notamment pour les quantifier en agroécologie. Donc un des défis à relever, c'est d'accélérer et d'augmenter en fait la connaissance en fait sur les gains possibles hydrologiques de ces économies d'eau et ensuite évidemment de pouvoir les déployer. Et du coup, on va aussi intervenir sur plusieurs échelles. On a besoin de travailler à l'échelle du bassin, des sous-bassins ou des périmètres élémentaires et d'intervenir à des échelles très locales et pragmatiques en fait de mise en œuvre au niveau des réseaux collectifs comme des exploitations voire de la parcelle. C'est en intervenant avec l'ensemble des échelles qu'on trouvera et qu'on réussira en fait à résoudre l'équation des équilibres et des défis quantitatifs. Sur cette carte-là, vous avez l'ensemble des PTGE. Alors, il y a des PTGE qui sont mis en œuvre, qui sont validés, des PTGE qui sont en cours d'émergence. Ces démarches de territoire, elles sont essentielles. D'une part parce que ça permet à l'agence en fait de financer des projets, mais d'autre part parce que ça met ensemble en fait l'ensemble des acteurs, que ce soit le monde associatif, les acteurs économiques, les agriculteurs bien sûr et les collectivités qui sont souvent porteuses de projets. Et là, on a besoin en fait de continuer à travailler sur cette concertation. 2 minutes. De continuer à travailler sur cette concertation pour réussir l'acceptation sociale en fait et l'acceptation de l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre. Et ma dernière diapo concerne l'anticipation. Pour réussir tout ça, il ne faut pas seulement planifier, trouver des financements, avoir des maîtres d'ouvrage, mais on a besoin en fait de mieux anticiper. Donc on a un enjeu qui est de comment en fait le changement climatique se traduit à une échelle très locale sur des choix d'aménagement, des choix d'investissement à faire liés au changement climatique. Donc là, la connaissance nous aide, mais on a ensuite besoin de développer des outils qui sont facilement utilisables et qui permettent à l'amont aux agriculteurs notamment de faire des choix d'assolement qui sont compatibles avec les ressources en eau. Et ça, c'est un beau sujet aussi d'anticipation par rapport au choix des territoires en termes d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique. J'en ai terminé. Timing, parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à tous les trois pour ces interventions qui me semblent très complémentaires. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions du public. Donc, est-ce que c'est que c'était très clair? Est-ce que je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres. Alors, techniquement, on rappelle, vous avez en haut à gauche, discussion publique, les petites bulles, vous pouvez prendre vos questions, écrire vos questions dans cette partie. Merci beaucoup. Et ces questions, évidemment, elles peuvent être de tout ordre, hein, soit des questions de compréhension, soit des demandes d'approfondissement ou d'exemples concrets. Enfin, voilà, sentez-vous libre de poser les questions que vous souhaitez. Apparemment, il y a une question en cours d'écriture, 2 questions en cours d'écriture, on les attend. Alors, donc on a une question autour de la question de déconsommation d'eau entre différentes productions. Donc peut-être que ça peut valoir le coup, si vous voulez bien rapidement, de revenir sur la distinction peut-être prélèvement-consommation. Et après, je pense que la question de Julie Dalle porte vraiment sur la part des consommations entre différentes productions agricoles et peut-être ne pas hésiter à revenir aussi sur des ordres de grandeur, sur ce que représente peut-être l'agriculture par rapport à d'autres usages ou ses spécificités de profil de consommation ou de prélèvement par rapport à d'autres usages peut-être. Je sais pas si, enfin voilà, Ariane, Lucille, Guillaume, tous les trois, vous pouvez bien sûr
Peut-être pour la part, alors j'avais une diapositive là, dans laquelle on voyait en fait les prélèvements à l'année et les prélèvements à l'étiage avec des camemberts qui me permettent de voir que la consommation, le prélèvement d'eau à l'étiage par l'agriculture représente 65% contre un peu plus de 40 à l'échelle de l'année. Et donc, en fait, du coup, l'enjeu principal de la gestion et des économies d'eau et des solutions à trouver pour l'agriculture l'été. Ensuite, en général, on considère que le prélèvement agricole est une consommation à 100%, que le prélèvement pour l'eau potable est une consommation assez faible, puisque tout ce qui est consommé en fait au titre de l'eau potable est ensuite rejeté en fait dans les réseaux d'assainissement. Et pour l'industrie, on considère en général que le ratio est de 90%. En moyenne, évidemment, selon les industriels, c'est différent, notamment l'industrie agroalimentaire avec les eaux de boisson qui ont une consommation plus importante en fait que ce que je viens de dire. Ok, merci beaucoup Lucille. Je pense qu'après il y avait aussi une question peut-être plus spécifique sur un peu les différents profils de consommation d'eau. Et alors là, peut-être que ça vaut le coup de redistinguer donc eau d'irrigation, mais aussi eau pluviale, hein, puisque l'agriculture pluviale, du coup, elle consomme de l'eau, mais l'eau de pluie qui tombe, quoi, et qui est disponible dans la zone racinaire du sol. Ariane. Peut-être pour apporter un complément. Alors, donc en effet, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a les besoins qui sont apportés par la pluviométrie. Et quand il y a irrigation, c'est donc un besoin en eau supplémentaire, enfin un apport en eau supplémentaire qui peut répondre soit à un besoin plus important que la pluviométrie à ce moment-là de la saison. Voilà, ça répond avec le changement climatique, notamment à des régimes pluviométriques qui sont de plus en plus inégaux, et cet aspect de sécuriser, c'est notamment apporté à des moments où l'eau n'est plus disponible. Après, il n'y a pas de données agrégées sur la part des consommations d'eau entre les différentes productions agricoles. Les productions agricoles, quand il y a un prélèvement d'irrigation, consommation d'eau d'irrigation, ont des besoins différents, et donc on peut avoir des apports qui sont différents. Ça dépend aussi des pratiques et bien souvent des sols, etc., des souhaits de rendement également. Pour donner quelques ordres de grandeur, par exemple, l'irrigation du maïs, ça peut être très variable entre certaines zones où on va apporter 1500 mètres cubes hectares et d'autres zones où ça peut monter jusque 3000, voire plus en période, en les années très sèches. Il y a aussi des pratiques d'irrigation qui visent à apporter de l'eau à un moment où elle est davantage disponible. Donc, irriguer par exemple au printemps, ça peut être le cas sur certains types de semences, par exemple. La vigne, par exemple, est beaucoup moins consommatrice d'eau. On est plus aux alentours de entre 500 et 1000 mètres cubes hectares. Voilà. Mais on n'a pas de chiffre. L'arboriculture, par exemple, consomme davantage. Mais il n'y a pas de chiffre qui agrège ces consommations d'eau qui sont très variables selon les agriculteurs et les cultures et à l'échelle régionale. Merci beaucoup. Alors après, il y a peut-être deux questions qu'on peut prendre l'une après l'autre et un peu ensemble. Une, sur est-ce qu'on a un avis sur la création de nouvelles réserves, et en particulier les lacs collinaires. Et il me semblait, attendez, où est-ce que je l'ai vu et peut-être... Attends, où est-ce que je l'ai vu? Bon, non, excusez-moi. Oui, voilà, bon, non, on va les distinguer. Parce qu'après, il y a une question aussi, quand même, d'exemples de projets à petite échelle qui fonctionnent ou qui aient fonctionné en Adour-Garonne pour réduire les conflits d'usage. Mais peut-être qu'on peut commencer par la question donc d'une des solutions envisagées, qui est le stockage. Et peut-être de voir comment... les questions que ça pose, à la fois de remplissage, d'accord, de financement et peut-être de réponse à quels besoins agricoles. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que les lacs collinaires sont déjà très nombreux sur le bassin de Garonne et que, en tout cas, ils font bien partie du mix de solutions, mais à plusieurs titres.
D'une part parce que optimiser et mutualiser la ressource en eau entre des agriculteurs, ça permet de trouver des solutions à une échelle locale. Et d'autre part, ça peut permettre aussi de renforcer en fait des ressources mobilisables si le déficit en fait ne peut être comblé n'est pas encore comblé, je vais dire, avec les autres solutions préalablement mises en œuvre. Mais que la question est bien de se poser la difficulté du remplissage dans le changement climatique, avec le changement climatique, puisqu'on voit bien que le régime des pluies va être différent, que le remplissage des nappes phréatiques et des pluies risque de ne pas permettre en fait le remplissage de certaines tenues collinaires. Donc l'opportunité et la faisabilité est importante avant d'en créer, et avant tout la création, il y a déjà l'optimisation des réserves existantes qui doit être réfléchie à l'échelle locale et voir comment cette optimisation des réserves existantes permet aussi de répondre et de trouver des solutions en valorisant l'eau pour des cultures en fait à haute valeur ajoutée. Si je peux compléter juste quelques éléments de réponse pour juste ajouter donc en complément de Lucille qu'il y a un cadre réglementaire à cette création de réserve, donc du coup ça se fait pas n'importe où, n'importe comment, etc. Ça répond déjà à beaucoup de normes très calées. Et pour moi surtout au-delà de l'ouvrage, c'est les questions aussi de partage de la ressource en eau. Et donc aujourd'hui, voilà, tout le monde n'a pas forcément accès à l'eau et c'est souvent des inégalités qui peuvent être assez fortes à l'échelle de territoire. Et de savoir pourquoi l'eau utilisée, c'est souvent ça qui crée aussi les débats. Et derrière, voilà, il y a aussi des réflexions intéressantes qui montrent que la recherche de valeur ajoutée permet aussi, voilà, en maintenant des exploitations sur de l'irrigation, sur de petites surfaces, d'avoir un enjeu socio-économique intéressant à l'échelle de territoire. Voilà, c'était pour rappeler ces deux enjeux complémentaires. Ok, oui, il y a la question des usagers et des prétendants à l'usage, mais voilà, qui pose aussi celle de nouvelles réserves et de savoir comment on détermine les nouveaux ayants droit. Et alors peut-être donc Karine Enguerrand-Mohamed qui demandait est-ce qu'on a des exemples en fait de projets alors à petite échelle, après avoir, hein, qui fonctionnent sur le bassin Adour-Garonne pour réduire les conflits d'usage. Est-ce qu'il y a eu des expériences, des retours d'expérience? Oui, il y en a plusieurs. Je pourrais citer deux exemples. Un qui concerne l'abreuvement, avec un travail sur le cosméjean qui est porté par la profession agricole et les collectivités pour trouver des solutions de récupération des eaux de pluie de toiture et permettre l'abreuvement avec une déconnexion des réseaux d'eau potable et donc une continuité de l'approvisionnement en eau potable tout en assurant l'abreuvement du bétail. Et puis, je pourrais citer rapidement aussi un deuxième exemple sur le bassin versant du Lamboulas, qui est un affluent du Tarn et et dans lesquels en fait les collectivités, les structures gémapiennes et la chambre d'agriculture et les agriculteurs ont travaillé en fait sur des pratiques agroécologiques et aussi sur une optimisation des réserves avec la possibilité l'été en fait de lâcher de l'eau à partir des réserves sous-utilisées ou non utilisées pour satisfaire en fait les débits l'été et ainsi permettre un bon fonctionnement des milieux aquatiques. Et donc je n'en cite que deux pour aller vite. J'ai vu qu'il y avait aussi une question, est-ce qu'il y a un mix de solutions sur la qualité? Oui. On appelle ça les plans d'action territoriaux. Là encore, le mix de solutions, en fait, que ce soit réduction des intrants, que ce soit un changement de culture en lien avec des filières ou acquisition foncière, existe. Mais la difficulté, c'est en effet de le mettre en œuvre, de pouvoir le mettre en œuvre à l'échelle, en fait, de l'aire d'alimentation et du captage et d'avoir des résultats. Parce qu'il y a bien une différence entre mettre en œuvre des solutions et avoir des résultats sur la qualité de l'eau. Et ce n'est pas immédiat, lié notamment à la nécessité du besoin de massification en fait des pratiques.
Ok, je ne sais pas si Ariane ou Guillaume, vous vouliez... Non, c'est... Alors après, on a je pense que la question de Julie Dalle, elle a peut-être trouvé une partie, j'espère, de réponse là, qui disait, bon, comme le disait Ariane, hein, elle a aussi l'importance des surfaces en prairie à l'échelle de l'Occitanie et du maintien d'un élevage plutôt extensif, donc autour de ce gros enjeu en fait de l'abreuvement des bêtes et donc là on voit par exemple donc avec ce que disait Lucille un exemple de solution puisque avec des alternatives au réseau d'eau potable. Alors après il y a une question de Monsieur Sorel. Alors je suis pas sûre. Donc est-ce que les prélèvements pour l'irrigation des productions agricoles ne participent pas au cycle de l'eau, surtout sur les têtes de bassin, en ralentissant l'écoulement à l'océan? Alors, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'irrigation sur les têtes de bassin, mais je vous laisse. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas comment la comprendre. Enfin, je vous laisse. Soit vous me dites si vous voulez que j'essaie de. Il y a du gravitaire en zone en tout cas. Hein. Ouais, voilà. Il y a du gravitaire, oui, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr que ça. Demander à Guillaume, peut-être, il doit avoir des idées, je pense, là-dessus. Ouais, vas-y. Ouais, enfin, c'est pas évident de répondre, parce que chaque tête de bassin est différente. C'est sûr que quand on prend de l'eau pour la mettre sur des terres, voilà, ça ralentit le cycle de l'eau. Théoriquement parlant, mais dans le même temps, ça a d'autres effets, notamment à sécher les têtes de bassin où justement il y a beaucoup moins de ressources en eau, hein, et on a assez fréquemment des assecs, donc des périodes sans eau dans les rivières. Donc voilà, en tout cas, je pense pas que ce soit une solution à développer à large échelle, hein, pour ralentir le cycle de l'eau, de multiplier l'irrigation en tête de bassin. Voilà. Mais on n'a pas forcément de chiffres à avancer pour quantifier ça. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est ça, c'est que c'est sûr que l'irrigation gravitaire, elle fait circuler l'eau et donc du coup, il peut y avoir après peut-être des phénomènes de recharge de nappe, etc. J'en sais rien, mais enfin, je ne sais pas si c'était. N'hésitez pas, Monsieur Sorel, si on n'a pas bien saisi votre question, de la reposer. Hein. Vous pouvez insister. Et voilà, il me semble que. Attends, est-ce que j'en ai loupé? Il en reste deux, Sarah, je crois. Hein. Les surfaces en prairie. Non, mais ça, oui, on a un peu, on en a reparlé, tu vois, suite à l'intervention de Lucille avec l'exemple en fait d'une alternative pour l'approvisionnement en eau du bétail. Et bon, peut-être prendre une dernière question avant de clore la session pour tenir les horaires. Ou pas. Bon, peut-être. Bon, donc on va pouvoir remercier tout le monde. Sarah? Bah, on vous remercie beaucoup, les participants, et puis aussi évidemment nos trois intervenants qui ont donné corps à cette séquence. Bah, merci beaucoup. Et puis je pense que voilà, si vous avez des questions qui vous viennent après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les poser, et il y a voilà un engagement à revenir vers vous avec des réponses. Voilà, je vous rappelle que les webinaires sont disponibles en continu sur le site Agropolis Corée, dont le lien vous a été donné. Vous pourrez retrouver cet enregistrement. Et effectivement, posez vos questions complémentaires et on s'engage à solliciter vos intervenants d'aujourd'hui pour répondre à d'éventuelles questions ultérieures. Ben, merci beaucoup. Et puis très très bonne soirée. Et à la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.